Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo d'ailleurs. C'est Kevin pour les Ludovores et une 17e fournée du menu crowdfunding, l'émission dans laquelle on vous présente un petit peu tous les jeux actuellement en cours de financement participatif, du coup en cours de campagne de financement participatif, que ce soit sur Kickstarter, sur GameFound, sur Ulule et les autres. On va commencer de ce pas avec, comme d'habitude, un petit point sur la chaîne avant de passer vers les 4 rubriques auxquelles vous avez l'habitude, à savoir le point sur les projets annulés depuis la semaine dernière, le petit suivi des projets déjà présentés, puis 2 sous-catégories parmi les nouveaux projets, les mentions honorables parmi les projets que j'estime être un petit peu moins intéressants mais qui méritent d'être mentionnés quand même, et ensuite, un passage un petit peu plus long sur les jeux qui qui me semblent en tout cas, être les plus intéressants parmi les nouveaux projets. Sur ce, on commence. Et on commence comme à l'accoutumée par un petit passage sur la chaîne des Ludovores pour voir un petit peu comment ça se passe depuis la semaine dernière. Et ça se passe plutôt bien, je suis plutôt content. On a encore fait un plus 22-23 depuis la semaine dernière, ce qui est plutôt cool. Également, une assez bonne réception pour cette nouvelle petite vidéo qui est en fait un hors-série du menu crowdfunding dans lequel je présente en 2 parties, je n'ai posté que la première partie pour l'instant, les plus gros projets de la fin d'année 2021, en tout cas parmi ceux qui sont déjà annoncés. D'autres projets, certainement aussi intéressants, si ce n'est plus parfois, vont arriver sur Kickstarter, sur GameFound, etc., mais ne sont tout simplement pas encore annoncés, ou alors il se peut tout simplement que je ne les connaisse pas encore, je ne connais pas tous les projets, il y en a beaucoup trop. Donc peut-être que j'en ai raté, si c'est le cas, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo pour m'écrire en commentaire les jeux que j'ai pu éventuellement omettre dans cette liste pour que je puisse ensuite le partager peut-être dans une deuxième partie, quoique la deuxième partie est quasiment déjà bouclée en table de montage, donc bon, peut-être une troisième partie si vraiment il y a beaucoup de projets que vous estimez qui mériteraient d'être mentionnés sur ce type de vidéo. En tout cas, elle a fait déjà 245 vues en même pas un jour, ce qui est plutôt un joli score pour notre chaîne, ce qui est assez minable en comparaison avec beaucoup d'autres chaînes, mais pour nous, c'est déjà pas mal. On a aussi une première vidéo qui a dépassé les 400 vues. Et j'avoue que je suis toujours un peu surpris de voir que certaines personnes regardent des vidéos du menu crowdfunding il y a 3-4 semaines euh, pour une majorité de jeux dont les campagnes sont déjà terminées. Mais bon, c'est bien, ça veut dire que les campagnes, enfin pas les campagnes, mais les vidéos en question continuent à vivre et ça fait plutôt plaisir. Allez, sur ce, on va pas perdre plus de temps et on va se lancer dans le dur avec malheureusement les projets annulés depuis la semaine passée. Premier projet annulé cette semaine, malgré 260 contributeurs. Il s'agit de la collection du Dr. Finn pour cette année, avec 4 jeux. J'en parlais un petit peu la semaine dernière, donc pour ceux que ça intéresserait, même si pour l'instant c'est annulé, vous pourrez aller voir un petit peu la vidéo de la semaine dernière pour 4 petits jeux présentés avec comment dirais-je, des mécanismes relativement simples, abordables, mais des jeux qui sont toujours relativement populaires et appréciés, si l'on s'en tient en tout cas aux différentes notes que l'on peut voir sur Board Game Geek. Donc en tout cas, pour Alpolar House, The Feds, etc., pour cette fois en tout cas, c'est fini et c'est pas financé. Donc on verra bien dans les mois à venir, dans les semaines peut-être même à venir, si le projet sera de retour sur la plateforme de Kickstarter. On verra bien. En attendant, Dr. Finn, c'est coupé, c'est fini. Au revoir. Ah, ça va couper, chérie. Ça va, y a pas de bobo? Deuxième campagne annulée, il s'agit de Titans of Eden, qu'on avait présenté il y a de ça 3 ou 4 semaines, un petit deck building relativement commun, même s'il se proclamait comme étant un jeu de deck building un peu différent et mieux amélioré dans sa mécanique profonde en comparaison avec les autres deck building. Ça n'a visiblement pas suffi à convaincre suffisamment de personnes, puisqu'avec 323 contributeurs, les auteurs, l'éditeur, en tout cas Lakes Legendaries, a décidé d'annuler la campagne. On les reverra peut-être plus tard. D'ailleurs, je vais peut-être aller faire un petit tour sur les actus. Ouais, donc apparemment, si on s'en tient à cette troisième actu du 30 août, il y aura visiblement un relaunch, donc comment dirais-je, un relancement, si je puis dire, le néologisme n'est pas très joli, de la campagne. Quand ça, malheureusement, pour l'instant, je ne le sais pas encore, mais on devrait les revoir d'ici quelques temps. Et troisième projet malheureusement annulé. Celui-là, on lui c'était toute la réussite possible, et malheureusement, bon, ça n'a pas suffi.
247 contributeurs pour Artifacts, ce joli petit projet qui nous venait de Belgique, avec un jeu extrêmement modulable, avec énormément de modules que vous pouviez ajouter, retirer d'une partie à l'autre pour complexifier, simplifier, ajouter du temps de jeu ou le diminuer au contraire, avec un vrai beau projet, mais qui n'a pas su attirer suffisamment de monde, notamment, je pense, modestement, en partie dû au fait de son ticket d'entrée à 99 € qui est assez cher, en provenance en plus d'un primo-éditeur, d'un auteur pour l'instant inconnu, puisque c'est son premier jeu. C'est difficile d'attirer du monde avec un tel niveau de pledge de base, même si en termes de matériel et certainement de temps passé sur la création de ce jeu, ça peut se justifier très certainement. Là-dessus, je n'irai pas leur jeter la pierre, bien évidemment. Mais en tout cas, Artifacts, pour cette fois, c'est annulé. On verra bien s'ils nous reviennent avec un format un petit peu différent, un jeu allégé, puis ensuite suivi de 2 ou 3 autres campagnes avec des extensions qui remplaceront ces modules. Je ne sais pas, on verra. On espère les revoir, en tout cas. Petit tour du côté des actus pour voir éventuellement ce qu'ils ont pu en dire. See you soon for the reboots. Donc apparemment, on devrait les revoir assez rapidement, j'imagine. Pour l'instant, c'est juste un petit mot de l'auteur, Frank Beauvais, mais sans détail précis concernant la date éventuelle d'un retour sur Kickstarter. Donc, combien de temps ça prendra, je ne sais pas. Mais en tout cas, a priori, on devrait pouvoir les revoir d'ici quelques mois, j'espère, en tout cas. En attendant, j'imagine qu'ils auront à cœur d'améliorer la visibilité de leur campagne ou peut-être la clarification de certains points qui ont pu gêner certains backers ou certaines personnes qui auraient voulu en être, mais qui ont préféré garder leur distance pour des raisons que j'ignore. En tout cas, c'est fini pour Artifacts cette fois, mais on les reverra très prochainement, j'espère. Et on entre maintenant dans le suivi des projets présentés les semaines précédentes. Petit projet français qui nous vient de Nantes, en provenance plus précisément de Cosmoduck et de Phil Viscarando, son auteur. Il s'agit de AO, qui était à 91 contributeurs la semaine passée et qui a atteint quand même un peu moins du double, avec 167 contributeurs à 4 fins de la campagne pour ce petit jeu à 3 €, donc vraiment un jeu minimaliste, puisqu'il s'agit d'un jeu à une carte uniquement. Donc allez voir un petit peu la vidéo de la semaine dernière si vous voulez un peu plus de détails. Il s'agit en fait de se passer une bombe, hein, le jeu de la patate chaude, avec un système de paris un petit peu. On va chacun indiquer un nombre de doigts qui va être en fait le décompte de la bombe. Voilà, c'est un petit jeu très très simple, tant et si bien qu'on peut se demander si on a vraiment besoin de la carte en question pour y jouer, ou est-ce qu'on ne pourrait pas simplement prendre une carte d'un jeu quelconque pour pouvoir y jouer. Bon, c'est plutôt l'occasion ici de remercier entre guillemets l'auteur pour l'idée qu'il a pu avoir sur ce jeu, qui est donc un petit jeu d'ambiance très familial. Pour 3 €, vous ne risquez pas grand-chose de toute façon. Présenté il y a 2 semaines, Doomtown Weird West Edition était à 800 contributeurs environ la semaine dernière, donc un peu petit plus 50 pour atteindre 852 avant d'aborder la dernière ligne droite de sa campagne, puisqu'on est à 5 jours de la fin de la campagne. C'est donc la dernière fois que vous verrez cette campagne ici sur le menu crowdfunding, a priori, à moins d'une annulation et d'un retour, mais le jeu étant financé, c'est très très peu probable. Il s'agit donc d'un petit jeu qui se base sur de l'expansion d'une ville avec des bases de poker, de bluff, etc., avec plusieurs factions, plusieurs modes de jeu grâce à cette version améliorée d'un jeu qui existait déjà depuis de nombreuses années, avec cette fois-ci un 2 contre 1 coop, de nouvelles factions également, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà, à vous de voir si ça peut vous intéresser. Personnellement, je ne suis pas du tout fan de la direction artistique. Le poker ne m'intéresse pas outre mesure. Et tout ce qui est bon, Far West, etc., ça peut être intéressant, mais là, j'avoue que c'est loin d'être le cas pour moi, en tout cas. Mais en tout cas, ça intéresse suffisamment de gens pour que ce soit financé assez largement. Donc voilà pour Doomtown Weird West Edition. Dernière semaine également pour Lanista sur Ulule, présenté il y a 3 semaines et qui atteint désormais 252 contributeurs après avoir été à 180 environ, si je me souviens bien, la semaine passée. Petite vérification, 187 la semaine dernière. Donc effectivement, une jolie augmentation compte tenu du chiffre de base, hein, en termes d'augmentation, en pourcentage d'augmentation, c'est plutôt bien joué, à quelques jours de la fin de la campagne. Toujours un petit manque, selon moi, de détails concernant le gameplay, toujours pas de règles du jeu dévoilées apparemment. Donc c'est toujours ce petit manque, selon moi, qui vient ternir un petit peu ce joli projet au demeurant, avec des belles références historiques, une vraie connaissance du thème par les auteurs.
qui ont quand même su attirer 252 contributeurs, ce qui est loin d'être ridicule sur une plateforme telle qu'Ulule, pour un jeu de société, qui plus est pour le premier jeu apparemment de Acta l'Atelier. Voilà pour l'Anista, il reste quelques jours pour éventuellement en être. Hamas, présenté il y a 3 semaines, on était à 210 contributeurs environ la semaine dernière, presque 230 cette semaine, donc ça avance vraiment à tâtons, mais c'est financé. Ça y est, c'est financé maintenant. Donc pour ceux qui ont backé, peut-être parmi vous, ce jeu, sachez que le jeu est financé, donc a priori, vous devriez pouvoir mettre la main dessus d'ici quelques mois ou années, si tout se passe bien ou mal. À voir, on a quand même très souvent des délais sur Kickstarter. On verra si c'est le cas pour Hamas, ce petit jeu de gestion de ressources, de placement d'ouvriers et de déplacement secret sur cette map à la direction artistique assez étrange, disons. Donc voilà pour la deuxième tentative de Hamas sur Kickstarter. Ce sera donc la bonne avec 230 contributeurs à 6 jours de la fin de la campagne. On continue avec Black Rose Wars Rebirth, donc que j'ai présenté en long, en large, en travers la semaine dernière. Donc je vous invite à aller voir la vidéo en question pour un peu plus de détails. Mais bon, vous connaissez certainement ce jeu qui a fait déjà un gros succès lors de sa première mouture, si je puis dire. Rebirth, il s'agit ici d'une suite spirituelle que vous pouvez mêler avec le premier jeu de la série, de la gamme, avec une version française qui plus est, en provenance de Ludus Magnus Studio, qui est relativement bien connu maintenant des personnes suivant assidûment Kickstarter ou les autres plateformes de financement participatif, avec Black Rose Wars, leur plus gros succès à ce jour d'ailleurs, premier du nom, et suivi maintenant par Rebirth. Ceci dit, on pourra tout de même dire que ce que j'avais annoncé, et je n'étais pas le seul à le faire, bien entendu, est arrivé, à savoir un gros coup de mou, deuxième semaine, pour la simple et bonne raison que Ludus Magnus, sur cette campagne, a choisi d'opérer une stratégie qui n'est pas inhabituelle, qui est relativement commune sur Kickstarter, mais qui produit plus ou moins toujours ce même effet, à savoir donc mettre un early bird, donc un avantage pour les backers des 48, 72 premières heures parfois, je crois que c'est 48 cette fois, ce qui fait que tout le monde se rue sur la campagne pour créer un vrai élan, un vrai dynamisme sur la campagne, et puis une fois les 48 heures passées, il ne se passe plus rien. Et du coup, on était à 7830 contributeurs la semaine dernière et on a fait un plus 4 en une semaine. Donc, je comprends assez mal, enfin si, je comprends l'intérêt d'avoir 48 premières heures vraiment fortes pour développer l'attirance des joueurs pour le jeu via l'algorithme de Kickstarter qui met en avant les jeux qui accumulent beaucoup de contributeurs rapidement. Mais le fait est que tous ceux qui arrivent un jour après la fin du Early Bird, ils arrivent trop tard pour bénéficier de l'avantage de l'Early Bird, et du coup ils se sentent un peu lésés, ils n'ont pas forcément envie de backer. Ce qu'on peut comprendre, et du coup ça décolle pas. Enfin, ça décolle pas, on est à 7834 contributeurs, on est actuellement à 1 million d'euros, donc ils ont bien décollé, disons, hein. Mais disons qu'en l'espace de 30 minutes, ils ont atteint un petit peu leur plafond, et puis là, maintenant, ça va planer jusqu'à l'atterrissage de la campagne, si vous me permettez cette petite métaphore, en tout cas pour Black Rose Rebirth. Rien de très nouveau, du coup, depuis la semaine dernière. Donc, allez plutôt voir la vidéo dont je viens de parler, donc celle de la semaine dernière, le menu crowdfunding numéro 16, parce que vous en apprendrez autant, si ce n'est plus, en fait. Même sur les stretch goals, on avait des stretch goals journaliers, donc ça c'est vrai que ça se dévoile au fur et à mesure, encore heureux, mais bon, au-delà de ça, pas grand-chose de nouveau, tout ça c'était déjà affiché la semaine dernière, à peu près, non, Alisha et quelques nouveautés, Saba, etc. Bon, d'accord, mais bon, en gros, rien de très nouveau. Donc je vous envoie vers la vidéo de la semaine dernière si vous voulez un peu plus d'informations sur Black Rose Wars. Il reste actuellement 6 jours de campagne. On continue avec Super Truffle Pigs, qui a été présenté la semaine dernière également, qui était à 270 contributeurs et qui a donc fait un plus 150 pour atteindre 420. Nouveau jeu de la gamme Bicycle, le célèbre fabricant de cartes de jeu, les cartes de jeu, tout ce qui est plus banal, avec le roi, la dame, etc., et qui se lance sur Kickstarter. Apparemment, on m'a dit que ce n'était pas leur premier jeu à proprement parler, mais leur premier projet sur Kickstarter en revanche, avec ce jeu où vous incarnez des petits cochons avec des super pouvoirs qui sont à la recherche de truffes, ce sont des cochons, pas logique, mais avec les loups qui sont à leur
poursuite, à leur recherche, mais bon, ils peuvent se défendre contre les loups en utilisant ces fameux super pouvoirs pour les envoyer sur les autres cochons, par exemple, ou pour simplement éviter de se faire dévorer. Donc voilà, petit jeu assez simple, assez accessible, assez familial, relativement rapide, hein, des parties de 45 minutes environ. J'ai pas, vous vous en douterez, moi qui suis plutôt, j'allais dire heavy gamer, mais ça peut avoir un sens un petit peu connoté, élitiste, si je puis dire. C'est pas le cas, j'ai des petits jeux un peu plus légers comme ça, mais bon, c'est pas généralement les jeux qui m'intéressent le plus, mais si se dit, pour ceux d'entre vous qui avaient des enfants, des neveux, je sais pas, des gens plus jeunes avec qui vous pouvez jouer, ou tout simplement ceux qui aiment les jeux un peu plus légers, pourquoi pas. Ça pourrait être un jeu assez sympa, les retours, sont plutôt bons en règle générale si vous vous en référez aux quelques vidéos, aux quelques commentaires qui sont affichés sur la page de la campagne. Un jeu qui en plus est relativement abordable en termes de prix également. Et en plus, vous pouvez le tester sur Tabletop Simulator et Tabletopia. Par contre, je crois qu'il n'y a pas de version française. Non, rien d'annoncé par rapport à la semaine dernière, donc pas de version française, mais bon, c'est relativement simple, il n'y a pas beaucoup de texte non plus sur les cartes. Donc voilà pour Super Truffle Pigs, à une semaine pile poil de la fin de la campagne, 420 contributeurs. Présenté il y a 3 semaines, Adversity est toujours dans le bourbier, hein. On était à 100 contributeurs tout rond la semaine dernière, 109 cette semaine, mais à 9 jours de la fin de la campagne, après 3 semaines, c'est pas comme si ce 10% de financement que vous voyez ici allait soudainement faire un bond de 90% et financer. Donc, Adversity nous reviendra peut-être la semaine prochaine en projet annulé, ou alors ils iront jusqu'au bout de la campagne, mais sans réussir à atteindre leur objectif. Et donc, Brian Crowson de Macaroni Games ira bouffer des pâtes en attendant de relancer son projet qui, moi, en plus, me plaisait plutôt bien sur le papier, une sorte de mini-ville avec des catastrophes, comment dirais-je, naturelles, qui allaient faire diminuer votre population et contre lesquelles vous deviez les protéger. Voilà, un petit jeu assez simple, mais qui me semblait assez sympa pour 3 à 4 joueurs. Dommage, mais peut-être qu'on les reverra prochainement. En tout cas, ils ne sont pas encore annulés. Voilà pour Adversity. Présenté la semaine dernière, donc allez voir la vidéo en question si vous voulez un peu plus d'informations. Backyard Chickens était à 320, 310, je ne sais plus. Les anti-sèches. Alors, Backyard Chickens 310, j'avais bon. 310 la semaine dernière, plus 150 environ pour atteindre 465 contributeurs à 11 jours de la fin de la campagne pour ce petit jeu où vous devez avoir le plus beau poulailler de la tablée, en fait, tout simplement. Vous allez recruter, entre guillemets, acquérir de nouvelles poules, vous allez devoir les nourrir, faire face à certains événements pour développer votre poulailler tout en le protégeant. Je trouve que ça fait plutôt un joli score d'ailleurs compte tenu de la direction artistique qui est vraiment pas très attirante et du thème qui est pas non plus hyper vendeur. Ceci dit, les retours sont plutôt bons en termes de gameplay, hein, donc c'est quand même l'essentiel. Mais je sais que je fais partie, moi, de ces joueurs pour lesquels la dimension visuelle a quand même une importance assez primordiale. Et le thème aussi. Il faut dire que bon, les poulaillers, c'est très sympa, mais est-ce que j'ai envie de jouer à construire un poulailler? Pas spécialement. Vous me direz si c'est votre cas ou si vous avez un poulailler à la maison. En tout cas, pour Backyard Chickens, il vous reste 11 jours pour éventuellement backer ou pas. On continue avec The Gardens qui nous vient de Grail Games, j'allais dire Holy Grail Games parce que ce sont 2 boîtes différentes, mais avec un nom très très similaire. Celui-ci n'est pas saint. Ce n'est pas le Saint Graal, c'est juste un Graal. C'est un Graal de seconde zone. Bref, Grail Games qui nous vient donc d'Australie, mais qui a dans son équipe dirigeante un Français, ce qui fait que quasiment tous leurs jeux ont une version française aussi. Enfin, une version francophone en tout cas. Ils étaient la semaine dernière, petit check rapide, à 450 contributeurs et sont désormais à 615 contributeurs. Donc une jolie petite évolution pour cette campagne, pour un jeu dans lequel vous allez faire une promenade dans le jardin botanique de Sydney pour 30 à 45 minutes sur des parties à 2 ou 4 joueurs. Un jeu relativement abordable en termes de prix, parce que c'est 36 $ australiens et non pas américains, donc la valeur du dollar australien est inférieure à celle du dollar américain. Ça vous revient plus ou moins à 23-24 €, plus les frais de port qui n'étaient pas non plus extraordinairement chers. Donc un jeu plutôt abordable avec un gameplay assez simple, assez accessible, mais pas dénué d'intérêt non plus.
Ça ne me semble pas être un indispensable pour votre ludothèque éventuellement, mais ça peut être sympa malgré tout. Donc voilà, une campagne à surveiller, mais qui se porte plutôt bien avec 615 contributeurs à 11 jours de la fin de la campagne. Allez voir la vidéo de la semaine dernière si vous voulez un peu plus de détails concernant le gameplay. Je passe un petit peu plus de temps sur l'ensemble de la campagne et vous montrer un petit peu les mécanismes et puis un petit peu le développé de la campagne dans son entièreté, ainsi que le prix, les frais de port, etc. Donc voilà pour The Gardens. Autre jeu francophone, puisque celui-ci nous vient du Québec, nos amis québécois, nos cousins québécois devrais-je même dire, qui ont pondu ce petit jeu qui s'appelle donc Carnage, ou Carnage en français. On était à 63 contributeurs la semaine dernière, plus 20, 83. À presque 2 semaines de la fin de la campagne, on est quand même à un rythme assez faible, un effectif actuellement en tout cas assez faible aussi. On est quoi, à un tiers environ du financement, donc on est quand même assez loin. Ça risque fort d'être annulé ou de s'achever par un échec. Pour ce petit jeu de semi-coop, où certains vont incarner des tueurs en série dans les teen movies, vous savez, le groupe d'adolescents poursuivis par un tueur dément, et l'autre groupe de joueurs qui vont donc incarner chacun de ces jeunes adolescents qui cherchent à s'échapper de ce tueur machiavélique. Voilà, donc premier jeu avec un matériel avec des standees plutôt que des miniatures, ça peut avoir son intérêt. Tout le monde n'aime pas les miniatures. J'ai moi-même assez peu de jeux avec des miniatures et c'est pas quelque chose auquel j'accorde énormément d'intérêt en soi, même si c'est toujours très joli sur la table, certes. Mais 80 $ canadiens, là encore, c'est pas des dollars américains. Pour des standees, bon, ça donne pas hyper envie en termes de prix d'accès, puisque 80 $ canadiens, ça vous fait donc 7000 yens, soit environ 55 €. Ça me semble un petit peu cher. La campagne elle-même, visuellement, n'est pas très, très jolie non plus, même si c'est pas vilain au demeurant. Le matériel a l'air relativement classique, mais agréable en termes d'illustration. Donc je pense qu'ils auraient pu faire un petit peu mieux sur la présentation de la campagne elle-même, même si c'est déjà mieux que la semaine dernière, pour être tout à fait honnête. C'est un petit peu mieux présenté que la semaine dernière, même si j'ai l'impression que le français est passé aux oubliettes par contre. La semaine dernière, tout était écrit également en français en plus de l'anglais. Là, ce n'est plus le cas. Par contre, c'est en français. Vous aurez le jeu en français si vous en êtes, et en tout cas si le financement est atteint, ce qui pour l'instant ne semble pas être amené à se produire. Bon, voilà pour Carnage, on verra bien ce qu'il en sera la semaine prochaine, mais ça sent l'annulation. Le coup de cœur d'il y a 2 semaines, donc pour la présentation un peu plus en détail, évidemment, la vidéo d'il y a 2 semaines, ça semble logique. On part sur Wild Serengeti, le parc du Serengeti, donc en Afrique. On était la semaine dernière à 1790 contributeurs, 2422 cette semaine, donc une très jolie augmentation. À 13 jours de la fin de la campagne, on est très certainement parti pour un 3500, voire 4000 contributeurs d'ici la fin de la campagne, je pense. Moi-même, j'avais prédit un 3000. Je pense qu'on va largement le dépasser désormais. 4000 me semble être un objectif assez atteignable. Bref, pour ce petit jeu avec une sorte de puzzle spatial où on devra aller apposer des animaux dans différentes zones du parc du Serengeti et ensuite accomplir des missions en tant que photographe, que documentariste, où l'on devra respecter certains angles de prise de vue, par exemple, voilà, comme vous voyez ici avec la girafe, le zèbre et la hyène dans cet ordre. Et si vous réussissez à accomplir cette mission, vous remporterez les points qui sont affichés sur les cartes. Et puis à la fin de la partie, la personne ayant le plus de points l'emporte, sachant qu'il y a aussi des spécialistes qui peuvent un peu vous aider dans votre projet, également dans votre mission. Un solo mode qui plus est. Je ne crois pas qu'on ait eu de version française, me semble-t-il. Mais en tout cas, on a aussi quelques stretch goals qui ont été débloqués avec donc, le promo pack qui en fait inclut les stretch goals, le cheetah, donc le guépard, une autruche, l'hippopotame. Tous les meeples des animaux sont vraiment hyper mignons, hyper bien réalisés, qui plus est. Donc c'est ça aussi très attirant. De nouvelles cartes de spécialistes, un petit sac, etc. Donc un jeu qui me fait vraiment baver. J'ai très très envie de l'essayer, très envie de mettre la main dessus, mais pour l'instant je résiste, je n'ai pas encore baqué. Mais bon, on verra ce qu'il en sera la semaine prochaine ou dans 12 jours, on verra. Je vous dirai, je vous tiendrai au courant. Quoi qu'il en soit, 2420 contributeurs, très joli succès pour Wild Serengeti de chez Bad Comet, les Coréens de Bad Comet.
Donc, pour plus de détails sur le jeu en question, allez vous référer à la vidéo d'il y a 2 semaines. Présenté la même semaine que Wild Serengeti, Pretty Princess Pomelo n'a pas le même succès. On était à 69 contributeurs la semaine dernière, bon, plus 16 pour atteindre 85. Bon, en même temps, ils avaient fixé un seuil de financement à environ 30 contributeurs, donc c'était assez facile à atteindre, certes. Donc bon, 85, ils sont largement financés, mais est-ce qu'ils rentrent dans leurs frais véritablement avec la production, les frais d'envoi, etc. Bref, ça me semble assez étrange comme projet, où on part dans un univers un petit peu de manga japonais, même si ce n'est pas japonais, c'est canadien, un peu à la Sailor Moon ou à la Sakura, etc. Pour des parties relativement longues, qui plus est, j'aurais imaginé un jeu un peu plus court, avec une certaine asymétrie, des personnages mignons, des personnages méchants, voilà, pour la lutte du bien contre le mal, de l'amitié contre la fourberie, etc., etc. À vous de voir si ça vous tente, des petits relents de nostalgie de l'époque Club Dorothée, peut-être pour certains ou certaines. Bon, à voir, vous me direz, mais j'avoue que je n'ai vu personne qui s'intéressait vraiment à ce projet. Peut-être que j'aurais dû passer plus de temps à analyser un petit peu le projet, peut-être qu'il y a des petites finesses de gameplay super intéressantes, mais j'avoue que le thème, les couleurs... Bon, voilà, c'était Princess Pomelo. Motif maintenant, lui aussi présenté il y a 2 semaines, tout comme Pretty Princess Pomelo ou comme Wild Serengeti. Il s'agit d'un jeu abstrait qui était la semaine dernière, si je ne me trompe pas, 150 environ, 130, pardon, 130 contributeurs, et qui a fait un plus 100 environ pour atteindre 227 contributeurs à 16 jours de la fin de la campagne. Très joli petit projet. J'en ai déjà parlé en long et en large et en travers il y a 2 semaines, un petit peu la semaine dernière également, donc je vous renvoie plutôt vers la vidéo d'il y a 2 semaines. Pour en savoir plus, moi je trouve que ce projet est très intéressant. Je suis assez peu porté sur les jeux abstraits en règle générale, ce qui fait qu'a priori je ne devrais pas backer, même si c'est un jeu pour 2 joueurs, ce qui est ma configuration principale avec Xavier, vous vous en doutez. En plus, je trouve ça vraiment très joli quand on va voir la version Deluxe. La version de base n'est pas formidable, mais la version Deluxe est extrêmement jolie, la voici. Et puis c'est très élégant en termes de game design, je trouve ça très très bien pensé. Un jeu de contrôle de territoire, entre guillemets, si on peut dire, hein. On va devoir poser une pièce sur une de ces tuiles et la retourner pour lui faire prendre sa couleur. Et une fois qu'on a posé toutes nos pièces, qu'on les a déplacées les unes après les autres, la personne ayant le plus de tuiles à sa couleur l'emporte. C'est bien pensé, c'est simple, c'est efficace, c'est facile à prendre en main. Ça devrait, selon moi, atteindre un score un peu plus intéressant que les 227 contributeurs qu'on a actuellement. Mais c'est vrai que Kickstarter n'est pas une plateforme qui donne vraiment la part belle ou qui attire en tout cas les joueurs de jeux abstraits. Les jeux abstraits ont plutôt tendance à sortir directement en boutique et ce n'est pas un style, un genre qui attire tellement les joueurs sur Kickstarter, j'ai l'impression. Bon, ça en attire quelques-uns visiblement, hein, 227 quand même. Mais je pense que c'est un jeu qui mérite un peu mieux quand même malgré tout. Et c'est pourtant quelqu'un qui ne back pas ce jeu qui le dit. Donc ça peut sembler paradoxal ou contradictoire, mais bon. J'aime bien Motif, j'aimerais bien essayer, mais de là à l'acheter, il y a un petit pas que j'aurais un peu de mal à franchir. Bon, j'aime bien les thèmes, j'aime bien avoir un thème. Quitte à ce que ce soit assez peu prégnant dans le jeu, par exemple, tiens ici, on peut vous montrer un jeu relativement connu, je pense, puisqu'il est sorti en boutique depuis un bail et qu'il a fait ses preuves, hein, qui est Champ d'honneur. Excellent jeu abstrait, mais avec quand même un semblant de thématique sur des batailles historiques, avec des unités qui s'inscrivent dans l'histoire véritable, même avec des petits scénarios historiques également. Donc, il me faut un petit peu cette attelle thématique pour accompagner un jeu abstrait. Motif, c'est pas le cas, même si ça me tenterait bien quand même de l'essayer un jour. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé pour seulement un suivi de projet. Mais bon, j'avais envie de parler, je parle, c'est ma chaîne et celle de Xavier, donc je fais un peu ce que je veux après tout. Voilà. Donc voilà, pour Motif, il vous reste environ 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, si ça vous intéresse. On continue avec Starship Shuffle, qui est un jeu inspiré de la conquête de l'espace par SpaceX, et donc Elon Musk, hein, son célèbre et facétieux patron. On était à 90 contributeurs la semaine dernière, on a fait une jolie augmentation pour atteindre 300 contributeurs cette semaine, ce qui n'est pas si mal pour un jeu qui passe relativement sous le radar, qui n'a pas une direction artistique fantastique non plus, ça ne vend pas autant de rêves que le projet lui-même de Elon Musk, mais cette semaine en tout cas, le financement a été atteint avec 19 000 $ canadiens sur 13 000 en objectif.
Donc le jeu est financé. Pour ce petit jeu de 1 à 5 joueurs en coopératif avec une communication limitée. Vous ne voyez pas vos cartes, je crois que ce sont les adversaires qui les voient. Bref, j'en ai parlé un petit peu plus en détail cette semaine, mais j'avoue que j'ai déjà un petit peu oublié de quoi il s'agissait, tant le projet ne m'intéresse pas, je dois bien l'avouer. Mais bon, bref, communication limitée, 1 à 5 joueurs, partie de 30 minutes, pour 14 ans et plus, avec une direction artistique pas dégueulasse, mais vraiment pas très très jolie non plus. En tout cas, moi, je n'y suis pas sensible. Et pas de version française pour ceux que ça pourrait éventuellement intéresser également. Mais bon, 300 contributeurs, c'est pas si mal quand même. J'en attendais pas autant, franchement. Donc il reste 18 jours pour Starship Shuffle et 300 contributeurs pour l'instant. 1150 contributeurs la semaine dernière, presque 2000 cette semaine pour Laxrax, qui n'est pas un jeu. C'est le premier projet non-jeu que je présente dans le menu crowdfunding, puisqu'il s'agit en fait de étagères à l'intérieur de vos étagères Kallax. Je l'ai déjà expliqué la semaine dernière, un peu plus en détail, donc allez voir la vidéo de la semaine dernière pour gagner du temps sur cette vidéo, pas sur celle de la semaine dernière bien évidemment, mais si vous voulez des détails, ce sera bien plus intéressant de regarder la vidéo de la semaine dernière, mais bon, en bref, vous allez intégrer ces petits inserts de plastique et des petits bâtonnets pour les joindre des deux bouts, pour pouvoir créer en fait des mini étagères à l'intérieur de vos étagères Kallax. Kallax uniquement, attention. Ça m'intéresse beaucoup, mais j'ai pas de Kallax malheureusement pour l'instant. Alors bon, on verra d'ici 20 jours si je me laisse tenter en prévision d'une éventuelle acquisition de Kallax à l'avenir. Mais en tout cas, c'est un projet qui, moi, m'intéresserait beaucoup si j'avais une Kallax, très honnêtement. Un joli petit projet, gadget, certes, mais qui me semble quand même avoir un intérêt. Donc voilà pour Laxrax. Il reste presque 3 semaines, j'allais dire plus de 3 semaines, un peu moins de 3 semaines, et presque 2000 contributeurs d'ores et déjà. On continue avec le dernier projet, la dernière campagne en tout cas de ce suivi de projet, à savoir Earth Rising, 20 Years to Transform Our World. Donc jeu avec une thématique écologiste, les deux à vrai dire. Ils ont une approche de la conception de leur jeu et de la production de leur jeu qui est plutôt écologiste, et on part sur une thématique écologique. On était à 270 contributeurs la semaine dernière, 450 cette semaine, donc bon, une jolie augmentation. Les règles seront en français, le matériel non, par contre, pas encore en tout cas. Et il s'agit donc d'un jeu où vous devez sauver l'univers du réchauffement climatique, ou tout du moins du changement climatique, puisque bon, l'appellation est parfois sujette à caution. Il s'agit simplement en fait d'aller sauver notre bonne vieille planète Terre de ce phénomène climatique provoqué en partie par nous autres terriens. Bon, c'est visuellement pas hyper joli, mais ça tient la route, et ça a l'air d'avoir un gameplay intéressant au-delà de cette thématique qu'il est également. 1 à 6 joueurs, un petit mode solo, avec un mode de jeu qui permet de jouer en 45 minutes au lieu de 90, ça reste quand même assez intéressant. Donc à vous de voir pour Earth Rising. Et sur ce, on va rentrer un peu dans le vif du sujet avec les nouvelles campagnes de la semaine, en commençant par les petites mentions honorables. Premier projet de la semaine, il s'agit de The Split, qui nous vient de Wayfinder Games, compagnie qui se situe à Belfast, dans le Royaume-Uni. Un petit projet assez intéressant sur le papier, avec un mécanisme qu'on voit assez peu dans les jeux de société, puisqu'il s'agit d'un mécanisme de blackjack. En fait, il s'agit d'un jeu donc, pour 3 à 6 personnes, pour des parties de 30 minutes, avec des joueurs de 10 ans et plus, dans lequel vous allez incarner des voleurs qui viennent d'opérer un cambriolage massif, et qui donc vont chercher à se partager le butin. Mais comment se partage-t-il le butin, me demanderez-vous? En voilà une question qu'elle est bonne. Eh bien, en fait, vous allez jouer un peu au blackjack, avec bien sûr quelques petites modifications, quelques petits ajouts par rapport au blackjack de base. Vous aurez des cartes qui vous permettront de diminuer la valeur, en plus de l'augmenter, quelques petits pouvoirs qui vous permettront d'échanger des cartes, etc. Et celui qui l'emportera à chaque tour pourra aller prendre une carte de gain, de butin, en fait, parmi le butin que vous avez réussi à voler dans cette bijouterie ou cette banque ou je ne sais trop quoi. Donc voilà, et à la fin de la partie, celui qui aura le plus de valeur de butin l'emportera. Le jeu qui plus est relativement abordable, 15 livres, ce qui doit vous faire environ 18 € j'imagine, pour la version de base, ou 25 livres, donc un peu plus de 30 € j'imagine, pour la version upgradée avec un jeton de poker pour accompagner le jeu, peut-être en fonction de premier joueur ou je ne sais trop quoi, et des pins,
bon, pour l'intérêt que ça peut avoir éventuellement. Ça me semble être un peu chéro pour la différence entre les deux, d'autant que ça n'a pas grand intérêt en termes de gameplay. Donc bon, je serais plutôt tenté par la version de base. Enfin, tenté entre guillemets, c'est pas du tout un jeu pour moi, mais si je devais m'y intéresser, je prendrais la version de base, qui me semble largement suffisante. Petit truc intéressant, c'est qu'ils ont mis en avant l'argent qu'ils allaient comment dire, investir pour la création de ce jeu. Et du coup, ils ont mis le calcul qu'ils ont opéré pour fixer le seuil de financement. Ça se fait très très rarement, j'ai assez rarement vu ça. Donc du coup, en fait, eux, ils estiment qu'ils ont investi 1240 livres et que donc, pour rentrer dans leurs frais, il leur faut 1800 livres, ce qui est donc l'objectif qu'ils se sont fixés pour le financement. Voilà, c'est à peu près tout. C'est assez bien, je trouve, assez sympa de leur part de mettre en avant, justement, de manière aussi claire, euh, aussi transparente, leur objectif de financement et pourquoi. Parce que parfois, ça semble être des chiffres assez sortis de nulle part, assez aléatoires. Ce n'est pas le cas et c'est bien de le montrer, justement. Voilà. Ce n'est pas forcément une nécessité, mais je trouve ça intéressant. Pour ce qui est des frais de port, il me semble que c'était écrit dans ce coin-là également, oui. Il sera bien évidemment encaissé après la fin de la campagne. Ils seront tous envoyés depuis le Royaume-Uni avec un coût entre 4 et 6 livres. J'imagine que ça dépend des pays, mais qu'en gros, vous serez au maximum à 6 livres. Ceci dit, c'est un tout petit paquet de cartes, donc ça se comprend. Donc ça devrait être assez peu cher en termes de frais de port. Le jeu lui-même n'est pas cher de toute façon, c'est assez logique. Voilà un petit projet qui pourrait être relativement intéressant si vous aimez le blackjack, entre autres, et puis les petits jeux d'ambiance. Hein. Ça reste un jeu relativement court, familial. Voilà pour The Split. On continue avec Republic of Jungle, qui est un jeu de déduction sociale, donc un jeu comme vous en avez l'habitude d'en voir souvent. Hein. On a par exemple Time Bomb, qui en est un excellent exemple, ou encore Secret Hitler, qui, bien qu'il ait fait scandale pour des raisons plus ou moins évidentes, a quand même su séduire un paquet de monde. J'ai pas eu la chance de l'essayer. C'est vrai que dans notre groupe, on n'est pas spécialement très très fan des jeux de déduction, mais je serais pas contre l'essayer celui-ci, très honnêtement. Je prends toujours du plaisir à jouer à des jeux de déduction, mais c'est vrai qu'on n'a juste pas très très souvent l'occasion de le faire. Alors, Republic of Jungle, de quoi s'agit-il? D'un jeu pour 5 à 10 joueurs. Alors, vous allez me dire, c'est beaucoup. Oui, c'est pas forcément facile de rassembler 5 ou 10 joueurs sur une soirée jeu, par exemple. Mais je vous verrai que c'est plus facile avec ce jeu-ci qu'avec d'autres, éventuellement. Des parties de 10 à 30 minutes. Alors, de quoi s'agit-il? Bon, Republic, vous le voyez, hein, il s'agit d'un jeu de politique, entre guillemets, où vous allez avoir deux équipes, l'équipe du président Puma, qui va essayer de rassembler des commissions de plusieurs conseillers, et puis l'équipe de Fiona Fox, qui est une journaliste qui va essayer de fouiner pour trouver des scandales, pour les mettre à disposition de tous, pour les dévoiler, en fait, pour les leaker, comme on pourrait dire en anglais. Et en fait, bon, vous aurez le choix d'être, enfin, le choix. Vous serez désigné comme étant un loyaliste, donc comment dirais-je, un assistant du président Puma qui va essayer simplement de le protéger, de couvrir les secrets. Et de l'autre côté, vous aurez les leakers, donc ceux qui vont chercher à dévoiler les secrets aux yeux du grand public. Et donc, vous allez vous affronter en fait pour l'emporter à la fin en dévoilant un certain nombre de secrets ou en les protégeant au mieux. Donc un jeu qui est inspiré de Avalon et aussi de Secret Hitler et dans lequel on aura donc des mécanismes de déduction sociale bien évidemment et en plus, et c'est là que ça devient intéressant, ou pas d'ailleurs, ça peut être un repoussoir pour bien des gens également, vous allez utiliser votre téléphone ou votre tablette éventuellement comme une manette en fait, puisque ce jeu va se jouer en partie sur un écran, en partie seulement. Et c'est là que ça devient intéressant, non, puisque vous pourrez y jouer à distance. Et là, ça devient beaucoup plus simple de réunir 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes. Donc, vous pourrez bien entendu y jouer tous ensemble dans la même pièce. Il faudra juste un écran commun, comme c'est le cas ici sur une télévision, ou vous pourrez jouer à distance, chacun sur votre écran. Alors, comment ça se passe? Je vais vous montrer un petit peu ça en bas. Ils sont déjà dessus depuis 2017 hein, pour un jeu qui semble petit, qui semble simple, mais il a fallu développer tout un tas de trucs évidemment sur PC. Il n'y a aucune application à télécharger, ça aussi c'est plutôt agréable. Juste une télévision, un écran principal, et ensuite les autres vont juste se connecter au site du jeu, mais sans avoir à télécharger quoi que ce soit. Et donc, il va arriver sur Steam également au printemps 2022. Alors,
Les commentaires sont tous plutôt positifs d'ailleurs, hein, que ce soit pour le Dice Tower ou Game Boy Geek, etc. Alors, donc on aura au début la division en deux équipes. On ne connaîtra pas évidemment l'identité des autres personnages. L'équipe donc qui est des loyalistes et l'équipe des leakers. Et puis ensuite, on aura trois phases. Une première phase où donc, on va monter une commission pour défendre un secret du président Puma. Ensuite, une phase de vote pour accepter ou refuser la commission qui a été désignée. Puis une troisième phase où l'on va décider de leaker, donc de dévoiler le secret ou non, en tout cas quand on est du côté des leakers, bien évidemment. Et ensuite, une fois que c'est achevé, on aura éventuellement un pouvoir qui entrera en jeu de manière cachée, qui sera désigné, qui sera donné à l'un des joueurs des loyalistes, si tant est qu'au tour précédent, ils aient perdu la manche, pour pouvoir un peu rééquilibrer. Donc ce sera donné à un joueur dont on ne connaîtra pas l'identité, on saura quel pouvoir il aura en main, mais on ne saura pas qui l'aura en main. Et donc vous pourrez à la fin, si vous l'emportez, la première équipe qui remporte 3 rounds, donc 3 tours, 3 manches, l'emportera au final. Donc en gros, vous avez 5 manches maximales au maximum pour l'emporter. Voilà. Vous avez une description des différents pouvoirs, je ne vais pas passer trop de temps dessus. Il y a même une soundtrack, donc des pistes audio pour accompagner la partie. On voit ici un petit peu en détail ce que vous obtiendrez pour chaque niveau de pledge. Par exemple, pour 15 $, vous obtiendrez des fonds d'écran, une copie du jeu et puis une clé pour la version digitale à venir. Pour 25, vous aurez en plus la piste audio qui accompagne ça, plus un artbook digitalisé en tout cas, et puis un rôle Discord, je n'ai pas été voir en détail ce que c'était, et vous aurez ensuite d'autres niveaux de pledge supplémentaires pour des sommes un peu plus importantes qui, selon moi, sont beaucoup moins intéressantes. Je pense que 15-25 $, c'est plutôt pas mal. Au-delà de ça, pardon, ça me semble un petit peu too much pour un jeu de déduction sociale quand même. Mais bon, si vous avez beaucoup d'argent et que vous adorez les jeux de déduction, pourquoi pas après tout. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Republic of Jungle. Je ne suis pas spécialement un gros fan de jeux de déduction, même si j'aime bien ça, mais celui-ci a l'air intéressant dans son approche, aussi bien mécanique que son approche hybride de jeux de société qui utilisent des écrans, mais auxquels on peut jouer en étant tous ensemble autour d'une table. Ça a l'air assez intéressant, même mine de rien, même si, comme je l'imaginais, ça ne fait pas un énorme score. On est actuellement à 190 contributeurs à 17 jours de la fin de la campagne. On continue avec Bounty Hunters, donc les chasseurs de primes de l'époque du Far West, après l'autre jeu dont on a parlé tout à l'heure, Deadwood, si je me souviens bien. On passe maintenant sur Bounty Hunters. On marche souvent par série, hein, j'ai l'impression, sur Kickstarter. On a souvent des jeux qui fonctionnent par série. Donc là, en quelques semaines d'écart, des jeux sur le Far West. Celui-ci est beaucoup plus léger apparemment, hein. On part sur un jeu d'ambiance, d'apéritif, si je puis dire. Un petit jeu de cartes dans lequel vous allez devoir incarner des chasseurs de primes qui vont essayer d'avoir plus rapidement que les autres la somme de 52 $ précisément pour pouvoir acheter Wild Ned, qui est un canasson en fait, un cheval sur lequel ils ont tous les yeux rivés. Pourquoi ce cheval en particulier? On ne sait pas, ça n'a pas de grande importance. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour des parties de 10 à 45 minutes et des joueurs de 13 ans et plus. Et donc, vous allez devoir tout simplement capturer des criminels sur la fuite pour les enfermer en prison et gagner la récompense de leur capture, bien évidemment. Vous aurez 3 actions disponibles lors de votre tour. Envoyer un criminel en prison, prendre une carte de criminel ou compléter une bounty, donc une prime en fait. Voilà, c'est à peu près tout, mais sachant qu'à chaque fois qu'une récompense sera encaissée, un événement viendra chambouler un petit peu les règles du jeu pour les prochaines manches. Par exemple, ici, celle-ci, Jailbreak, tous les criminels qui sont en prison doivent être remélangés et seront intégrés à nouveau dans le deck des criminels. Donc en fait, ils seront tous libérés à nouveau, quoi. Ils se seront tous échappés. Donc voilà, c'est un petit jeu assez simple, assez dynamique, qui a l'air assez sympathique, mais sans non plus casser 3 pattes à un caneton. Donc voilà pour Bounty Hunters, qui, de toute façon, avec ses 137 contributeurs, est déjà financé à 3 semaines de la fin de la campagne. On part maintenant chez Pocketto, l'éditeur américain des célèbres Mint, la série, la gamme des Mint.
Et celle-ci, ben, ce sera l'occasion de dire adieu à la série des Mint, puisque comme vous pouvez le voir ici, Mint Mini will be the capstone to Mint Series 1. Donc en fait, ce sera la pierre finale de la première série des Mint. Donc après celle-ci, ils vont certainement s'orienter vers une seconde série, mais en tout cas, c'est la fin pour la première série des Mint. Ces jeux assez populaires qui attirent généralement plutôt un effectif assez nombreux, hein. On va faire un petit tour du côté de Pocketto pour voir les précédentes campagnes, mais généralement ça marche plutôt bien. 3000 ici, on était à combien pour Control Game? On était à 5000, 6600, 6000, 9000. Donc vous voyez, c'est des campagnes qui marchent toujours très bien. Donc Mint Penny, c'est donc la pierre finale de cette création qui est donc la série des Mint. Et celui-ci, en fait, vous proposera donc un jeu de draft assez léger, dans lequel, donc pour 1 à 4 joueurs, vous allez drafter l'opportunité de jouer des mini-jeux qui eux-mêmes seront inspirés des précédents jeux, des 6 précédents jeux de Mint, en fait, tout simplement. Voilà, c'est petit, c'est transportable, c'est court, ça dure environ 20 minutes, c'est du fun en boîte. Bon, vous connaissez un petit peu la série, c'est parfois un petit peu inégal, certains jeux de la série sont certainement un peu meilleurs que d'autres, en tout cas c'est les retours que j'ai pu en lire, hein. Moi-même j'ai l'honnêteté de dire que je n'ai jamais joué à un jeu Mint, mais c'est ce que j'ai pu en lire comme retour. Voilà des 8 petites mini-games que vous pourrez éventuellement pouvoir jouer dans cette boîte finale. Les petits jetons de Mint, donc de menthe, que vous pourrez obtenir, les dés, etc. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça, c'est assez simple. 10 $ comme très souvent, hein, c'est des petites boîtes de pastilles de menthe, hein, d'où le nom de la série. Donc c'est vraiment pas cher, hein, on est sur du 10 $ plus les frais de port qui sont généralement assez peu chers également. Et c'est également l'opportunité de prendre un All Teens, non pas un All-in, mais un All Teens, plus la Lunchbox. Donc dans une boîte, vous allez pouvoir incorporer les 6 boîtes à l'intérieur d'une plus grande boîte pour 80 $. Donc en gros, pour 10 $ le jeu, ça fait 60, et donc plus 20 pour la boîte, j'imagine, en gros. Donc je pense que ce n'est pas forcément très nécessaire. Vous pourrez également prendre la boîte de donc, Mint Mini plus 5 autres pour faire une collection à 60, ce qui me semble un peu plus intéressant que de prendre cette lunchbox, même si pour le fun, ça peut être drôle également. Voilà pour Mint Mini, encore presque un mois de campagne. Vous êtes large. On continue avec Earth and War. Là aussi, on part sur un jeu assez étrange, assez unique en termes de concept, de direction artistique également d'ailleurs, mais simplement en termes d'idées en fait, de développement de jeu. Earth and War, c'est un jeu pour 2 joueurs qui vous place en fait dans la Première Guerre mondiale, mais dans une version un peu revisitée, puisqu'en fait, un des 2 camps a su mettre la main sur un secret un peu occulte qui lui permet de invoquer des golems. Sauf que le camp adverse a réussi à voler ce secret et du coup, bah, il a aussi un golem. Donc voilà. Alors, du coup, on est dans un univers qui se veut réaliste, mais dans une dimension parallèle, disons, où on peut contrôler des golems pour influencer le sort de la guerre. Donc chacun des 2 joueurs aura 6 dés, si je ne m'abuse, aussi 6 dés de chaque couleur, un golem noir, un golem blanc, pour aider tel ou tel camp. Et en fait, vous allez sur le plateau avec donc la tranchée du sud et la tranchée du nord. Vous allez en fait tout simplement poser vos dés sur une grille personnelle qui permet certaines actions pour pouvoir déplacer votre golem sur la grille et pouvoir attaquer à gauche, devant, à droite, derrière, etc. Et en fait, votre adversaire va faire la même chose, sachant qu'apparemment il y a des mini-tuiles qui vont pouvoir aussi s'apposer sur votre grille personnelle. J'imagine qu'il y aura des changements. Je n'ai pas lu en grand détail, même si je trouve le concept hyper intéressant. Visuellement, ça ne m'attire pas du tout, mais ça a l'air d'être un jeu relativement unique. Donc, à tenter, à voir. Donc voilà, si vous voulez le jeu, il faudra le Gamer Tier, ce qui est assez logique. Et là, par contre, ça vous coûtera 25 livres, soit environ 30 € plus ou moins. Et donc, vous aurez d'autres niveaux de pledge, par exemple le Ceramic Tier qui vous permettra de mettre la main sur 2 éditions limitées des golems en céramique, ou encore d'autres niveaux avec des artworks, etc. supplémentaires. Si vous voulez le petit jeu donc seulement à 25 livres, vous devrez ajouter
pour l'Europe, 14 livres, plus les taxes, la TVA n'est pas incluse. Donc, environ, au total, j'imagine, plus ou moins 20 € supplémentaires pour pouvoir recevoir le jeu. Voilà. Là, c'est un petit projet, qui sort un petit peu de nulle part et du coup, ça a vraiment sa place, sur Kickstarter. C'est pas un gros projet, c'est pas une grosse boîte derrière et du coup, bon, ça peine un petit peu à, monter. Pour l'instant, on est à 42 contributeurs, c'est assez peu. Ceci dit, ils ont fixé un objectif de financement à 3000 livres, donc c'est assez facile à atteindre en théorie, puisqu'on est déjà à plus de la moitié si vous regardez bien. Donc en gros, 80 contributeurs suffiraient. Je pense que c'est un jeu qui mérite, un coup d'œil. Un pledge peut-être pas, faut vraiment que ce soit votre type de jeu, mais en tout cas, l'idée derrière est intéressante. Donc voilà pour Earth and War, 42 contributeurs, à 28 jours de la fin de la campagne. Sur ce, on continue avec les gros projets présentés cette semaine. Premier projet, premier gros projet de la semaine, il s'agit de Three Tell. Pour ceux d'entre vous qui avaient regardé le menu crowdfunding hors série, dans lequel je présente les plus gros projets de la fin d'année, Three Tell y figure en bonne place. Et ma foi, depuis que la campagne est lancée, je dois dire que ça confirme ce que j'entrevoyais de la campagne avant qu'elle soit lancée, à savoir un projet vraiment unique et vraiment super intéressant. Donc, il s'agit d'un jeu de coopération, d'aventure pour 1 à 3 joueurs avec un mode solo, mais je pense que l'aventure est vraiment idéale à 2 ou à 3, même s'il est possible que le jeu en solo soit très satisfaisant également, pour des parties d'environ 2 heures et de 14 ans et plus. Donc attention, c'est un jeu en campagne, oui, mais ce n'est pas un jeu Legacy, hein, vous pourrez rejouer chaque campagne. Il y a une forte rejouabilité via la variabilité, la modularité des personnages que vous serez amenés, des prophéties que vous serez amenés à tirer, etc. Donc également le placement de tuiles qui va pouvoir tout changer. Donc une forte replay value, comme on dit en anglais, donc une forte valeur de rejouabilité. Vraiment un très très joli projet selon moi, et puis comme vous pouvez déjà le voir, une direction artistique vraiment vraiment très soignée. La boîte, ne serait-ce que la boîte, les deux d'ailleurs avec l'extension, sont très 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 jolies, très attrayantes. Alors, regardons ça un peu de plus près. Alors donc Three Tell, donc à 3 joueurs, on l'a déjà dit, hein, 70 € pour le pledge de base, 100 € pour le pledge avec l'extension, mais on verra ça plus tard. Vous avez donc vos fiches de personnages ici, hein, que vous voyez, avec chaque personnage des pouvoirs asymétriques, donc des pouvoirs qui leur sont propres, du placement de tuiles pour construire l'univers autour duquel se construira votre aventure et la prophétie qui s'accomplira dans cette aventure. Ici, vous avez 5 scénarios, en fait, 5 types de campagnes que vous serez amenés à jouer. Vous aurez quelques miniatures pour les personnages que vous pourrez incarner, mais aussi pour les adversaires que vous pourrez éventuellement affronter et terrasser. Du très joli matériel globalement, hein, ça suit la direction artistique, le matériel est également très joli, on a des plateaux double épaisseur, on verra ça un peu plus en bas. Alors, vous aurez ici les différents personnages que vous pourrez incarner, qui auront donc tous leur propre pouvoir unique. Vous aurez une trentaine de tuiles, des D6, des cubes, des pierres sacrées, des tokens de combat, des tokens de trésors. Voilà les plateaux de chacun des personnages, avec donc ici des pouvoirs qui leur seront propres. Donc c'est là que se situe la grosse part de asymétrie. Et puis vous pourrez faire évoluer votre personnage au fur et à mesure de l'aventure, pour qu'il s'améliore dans certaines catégories et pas d'autres. Ensuite, les cartes, hein, vous aurez un tas de cartes avec des ennemis donc de niveau 1, de niveau 2, etc. Au fur et à mesure de la campagne, ça évoluera. Pareil pour les trésors. Vous aurez des cartes de prophétie, on en aura 5, qui seront très importantes aussi lors de la première phase de la partie. Ensuite, bon, les règles, ça n'a rien de très spécial. Et les quêtes finales, ce sont les petites boîtes que j'ai indiquées tout à l'heure avec 5 boîtes différentes. On aura donc The Nine Rings of Creation, The Information Flood, The Parallel Land, The Path of Initiation. Et là, quelqu'un me dira si c'est pas inspiré très très fortement du Trône de Fer. Et puis finalement, The Crown of the Evil. Voilà, donc pour les 5 boîtes pour l'instant disponibles, pour ce qui est donc des Final Quests, donc les quêtes finales. Vous aurez ensuite des Daily Goals, qui seront en fait des stretch goals en gros. On aura un tuto de beginning avec une sorte de hydre qui est donc déjà débloqué, avec les cartes en question, etc. Donc ça, je vous laisserai découvrir. Il y aura un petit peu de lore, un petit peu aussi.
Voilà, on arrive dans les mécanismes. Alors là, ça devient intéressant aussi. Donc, au début de la partie, vous allez drafter un héros de votre choix. Il y aura aussi du placement de tuiles pour construire l'univers dans lequel vous évoluerez. Il y aura du move and collect, donc en gros, on se déplace pour pouvoir récolter une ressource. Il y aura du tableau building pour faire évoluer votre personnage et ses compétences. Il y aura du card crafting, drafting, pardon, pour aller ajouter des artefacts, de l'équipement à votre personnage dans les emplacements réservés à cet effet. Et ensuite, les 3 phases de jeu. Alors, les phases de jeu, d'abord, on commence par la phase de prophétie. Vous allez tirer 3 cartes de prophétie et choisir le héros que vous allez incarner. Ensuite, vous aurez la phase du passé. La phase du passé dans laquelle vous allez développer votre personnage, essayer de le rendre plus fort pour qu'il puisse lutter contre la prophétie à venir, qui sont toujours en général des dystopies plutôt, je viens de le dire d'ailleurs, des dystopies. Donc plutôt des résultats très très négatifs qu'il faut à tout prix éviter. Donc vous allez faire en sorte que votre personnage puisse être en mesure d'empêcher en fait la fin du monde, par exemple, ou tout autre événement sombre que les prophéties amènent. Ensuite, en 3e phase, vous aurez la phase du présent dans laquelle vous allez apprendre laquelle des 3 prophéties va se réaliser. Ensuite, la phase du futur, dans laquelle vous aurez en fait comme simple but de réussir à contrecarrer la prophétie et donc à survivre ou à vaincre tel ou tel monstre, etc. Selon le scénario, l'objectif sera différent. Donc utilisez bien sûr toutes vos capacités que vous aurez développées au préalable pour pouvoir réussir à accomplir cet objectif. Voilà, un projet qui, dans l'approche mécanique et l'univers, a l'air super intéressant, puis une vraie rejouabilité via la variabilité qui existe dans les personnages, dans les scénarios, dans les prophéties, tout ça qui vient s'entremêler pour mener à un jeu qui a une vraie replay value. Également, comme vous le voyez ici, les règles seront disponibles en français, alléluia, mais également en anglais, allemand, etc. Pas mal de langages déjà débloqués, et vous pouvez d'ores et déjà jouer au jeu sur sa version démo, sur Tabletopia ou sur Tabletop Simulator. Ceci dit, j'imagine que c'est seulement en anglais pour ces 2 versions-là en tout cas. On vous explique pourquoi c'est de 1 à 3 joueurs, bon ça, c'est pas spécialement très très grave. Ensuite, vous avez quelques vidéos qui vous présentent un peu le jeu et qui en font une critique, notamment en provenance de Board Game Co, qui est personnellement ma chaîne préférée. Si vous êtes anglophone, allez suivre Alex de chez Board Game Co, c'est l'un des youtubeurs les plus intéressants. Je trouve qu'il y a une vraie pensée autour du jeu de société, une vraie passion qui découle de ses paroles. Moi, je trouve qu'il est vraiment très 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 bon. Donc, je bois ses vidéos comme du petit lait, moi personnellement. Ensuite, vous avez également une vidéo en français, voilà, c'est ici, de Pascal, donc de la chaîne À qui de jouer, qui présente les jeux souvent de Kickstarter en y jouant via leur version Tabletop Simulator, entre autres. Donc, si vous voulez une présentation plus détaillée avec une partie sous les yeux, vous pourrez le faire avec une partie qui dure apparemment 39 minutes. Voilà. Allez voir éventuellement la vidéo de Pascal si vous voulez en savoir un petit peu plus. Voilà, donc les critiques sont généralement assez dithyrambiques, mais en même temps, on montre rarement des critiques négatives sur une campagne, donc ça, en soi, ça n'apporte pas grand-chose. Une extension à 30 € supplémentaires, qui, selon les dires des auteurs eux-mêmes, n'est absolument pas nécessaire, mais qui vient apporter une couche supplémentaire de gameplay assez significative. De nouveaux héros, comme vous le voyez ici, mais également de nouvelles quêtes finales, et peut-être également des nouvelles prophéties, oui, de nouvelles prophéties également. Donc voilà, quand même super intéressant, il faut bien l'avouer. 30 $ de plus, mais il y a du matériel, il y a encore plus de rejouabilité du coup, bien évidemment. Donc ça reste très intéressant selon moi. Ceci dit, comme vous avez déjà vu tout à l'heure, 70 € le pledge de base avec la core box, donc la boîte de base, et la TVA qui n'est pas incluse. Donc ça, c'est un peu dommage. Et en plus de ça, si vous voulez l'extension, il vous en coûtera 100 €. Donc là, ça commence à monter assez cher. En plus, la TVA, bien sûr, donc ça vous fera 120, plus ensuite les frais de port que vous trouvez ici. Les frais de port pour l'Europe, sur la boîte de base, on est sur 20 €, 22 si vous voulez la boîte de base, plus l'extension. Ensuite, vous pouvez prendre un lot de plusieurs boîtes, mais ça, c'est plutôt pour les gérants de magasins en règle générale. Ce qui vous fait rapidement un jeu qui peut coûter entre 100 et 130, 140 € au final, si vous comptez les frais de port, la TVA, etc.
Donc oui, c'est un jeu très cher, mais ça a l'air quand même diablement enthousiasmant. Et du coup, je le mettais parmi les projets les plus intéressants de l'année, dans ma vidéo, des plus gros projets de la fin d'année 2021. Et je pense que la campagne, qui vient de se lancer, justifie, assez facilement, mes premières impressions, en fait, tout simplement. Jeu qui devrait être livré en juin 2022. C'est tout ce que je peux vous dire pour, Three Tell, que je ne backerai probablement pas parce qu'au Japon, c'est encore plus cher pour les frais de port et parce que, bah, je peux pas tout backer ma foi, mais j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup l'essayer. Alors vous me direz peut-être, à chaque fois je dis, «J'aimerais bien essayer tel ou tel jeu», mais en même temps, il y a des versions de Tabletop Simulator et cetera, mais je dois avouer que moi, Tabletop Simulator ou Tabletopia, je suis pas trop, trop fan. Si vraiment il y a un jeu pour lequel je suis vraiment à la limite de backer, que j'hésite vraiment, pourquoi pas? Mais en règle générale, c'est pas des expériences que je trouve vraiment très convaincantes, Tabletopia, Tabletop Simulator. L'intérêt du jeu de société s'en perd un petit peu, comme on est à distance, on est à travers un écran et cetera. J'aime moins, tout simplement. Donc voilà pour Three Tell, que je trouve hyper, hyper intéressant. Projet qui vient de Bulgarie, c'est aussi intéressant de le noter. À vous de voir, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, pour l'instant, Three Tell n'est pas encore financé, ça aussi, il est bon de le préciser. On est près de la moitié environ, mais on va entrer en deuxième semaine, donc vous connaissez un peu le refrain habituel. Deuxième semaine, on entre un peu dans le ventre mou de la campagne, ça va certainement avancer un peu moins vite. Mais un bien joli projet, j'espère qu'il financera, j'espère qu'il atteindra 1500, 2000 contributeurs, mais c'est mal parti pour atteindre un score aussi élevé malheureusement. On verra bien. Voilà pour Three Tell. On continue avec Green Hell. Et Green Hell, ça vous rappelle peut-être quelque chose si vous êtes abonné à la chaîne et que vous suivez le menu crowdfunding depuis au moins un mois, puisque Green Hell, c'est une campagne qui revient sur Kickstarter après avoir été annulée. C'est un projet qui en fait a été présenté il y a 4 semaines de ça, ou 5 semaines de ça, vous regarderez un petit peu le catalogue, la boîte de Green Hell figure sur la miniature de la vidéo, donc vous pourrez aller découvrir un petit peu plus en détail, parce que du coup je vais me permettre de passer un peu plus rapidement sur la campagne, même si elle a été un peu revue bien évidemment, et puis que cette fois, bah, c'est financé. 727 contributeurs, en quelques jours on a fait mieux que la première campagne, donc j'imagine qu'ils se sont bien améliorés. Le reproche principal qu'on faisait à la première mouture de la campagne, c'était le prix, le ticket d'entrée qui était assez cher pour un matériel qui semblait pas coûter ce prix-là au final. Mais je reviendrai un peu par la suite sur les mécanismes qui, enfin quelques-unes des mécanismes qui me semblaient vraiment, quelques-uns des mécanismes, décidément, qui me semblaient véritablement intéressants dans ce jeu. Alors il s'agit donc d'un jeu de coopération dans lequel vous allez essayer de survivre à une jungle que vous devrez explorer, hein, pour vous êtes en fait une mission de secours pour des explorateurs qui se sont paumés, et donc ils ont envoyé notre équipe, la vôtre, pour aller les chercher. Donc vous devrez explorer la jungle et y survivre pour 1 à 4 joueurs, 35 heures, voire plus, de campagne. Vous aurez également l'opportunité de mettre la main sur une clé Steam, puisqu'à la base, c'est un jeu de société qui vient d'un jeu vidéo disponible sur Steam. Alors, bon, oui, le add-on est nouveau, mais c'est un early bird, les 48 premières heures sont passées, donc bon, vous ne pourrez plus l'obtenir si vous n'avez pas encore backé. Ceci dit, c'est pas indispensable. Donc, je vais passer un peu plus rapidement, hein, puisqu'on a déjà présenté le truc il y a 4 semaines de ça, et que pour l'instant, c'est la même chose. Donc le gameplay, vous allez bien sûr bouger d'une tuile à l'autre pour explorer la jungle. Chaque tuile aura des effets particuliers que vous devrez résoudre quand vous atteindrez la tuile en question. Vous devrez interagir avec les tuiles, c'est ce que je viens de dire. Ensuite, vous devrez aller donc rechercher et collecter des ressources sur les tuiles que vous aurez visitées. Là, le GIF ne semble pas vouloir se déclencher, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, là, c'est super intéressant, c'est le craft. Dans ce jeu, le craft, donc la construction d'objets, va être assez intéressante puisque les ressources que vous pourrez collecter ici, vous pourrez les mettre dans votre sac à dos et elles seront sous forme de polyomino, comme vous voyez ici. Et donc, vous devrez les agencer dans votre sac à dos pour qu'un maximum de ressources puissent tenir. Voilà, le GIF s'est enfin déclenché. Et comme vous le voyez ici, vous pourrez utiliser plusieurs éléments, plusieurs ressources que vous aurez collectées jusqu'à présent, comme ici du bois, des feuillages, des os, pour faire ici une arme, et donc l'ajouter à vos objets, à votre équipement. Et ça, c'est super intéressant. Vous aurez également une tour de dés, mais ça, c'est un petit peu moins intéressant. Il s'agira de les utiliser pour survivre à la nuit. Voilà, Core Pledge, ok. Mais sans prix, ok, génial. Bon, les gars, une erreur déjà. Alors, Corebox, elle est à
276 PLN. Voilà, vous êtes bien avancé. Alors, c'est la monnaie polonaise, 7 990 yens. Si je convertis en euros, ça vous fait à peu près 60 euros, en gros. 60-65 euros, j'imagine, pour le jeu de base. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu moins cher que la campagne d'origine. Donc, ils ont fait un effort de ce point de vue-là, avec donc des standees en plus, qui plus est, à la place des figurines. D'accord. Ensuite, un peu plus bas, donc on avait le pledge suivant, qui était le Survivor, c'est ça? Survivor Pledge, pour 80 euros, donc un petit peu plus cher. Vous pourrez mettre la main sur le jeu de base. Les standees seront remplacés par 4 miniatures. Et ensuite, il y aura une upgrade de la tour 2D. Vous pourrez ensuite aller chercher le Deluxe Survivor Pledge, donc une version Deluxe pour 120 euros, qui vous permet de prendre la même chose que le Survivor Pledge, donc le pledge précédent, mais en plus, vous ajoutez la miniature de Creepy Dice Tree, qui remplace la tour 2D, donc vous pourrez l'utiliser comme tour 2D. Un grand intérêt à mon avis. Mais du coup, ça justifie 40 euros de différence? Non, il doit y avoir autre chose. Les add-ons sont dedans aussi, d'accord. Les add-ons, je pense. Ou pas, je sais pas, on verra. Donc, il y aura un insert disponible pour ranger tout ça, donc ça c'est toujours agréable aussi. Est-ce que c'est inclus dans le Deluxe? Regardons ça. Alors, non, c'est la Steam Key qui est disponible, d'accord. C'est pour ça que c'est 40 $ de plus, que ça intègre le jeu vidéo. Donc, l'add-on de l'insert sera en plus, quel que soit le pledge que vous aurez sélectionné. D'accord. Bon, il y a quelques différences, effectivement, par rapport à la première campagne. C'est un petit peu moins cher en termes de tickets d'entrée, mais ce n'est pas une énorme différence non plus. C'est un petit peu mieux présenté. Donc, du coup, je pense que ça se justifie aussi par ça. Ouh, la tour 2D à 55 euros si vous la prenez en add-on. Ça ne les vaut pas du tout. Bref, pas d'importance. Et les frais de port, rapidement, on a encore une fois Pascal, très actif, de Hacky Jouer, qui vous a fait une petite vidéo aussi présentant le jeu et son gameplay. Le jeu est disponible en français, full game, donc le matériel ainsi que les livres et les règles. Pas seulement les règles, mais vraiment l'ensemble du matériel. Les frais de port, vous avez les personnages que vous pourrez incarner, mais ça on les a déjà présentés il y a donc 4 ou 5 semaines. Ça, c'était déjà présent aussi. Donc on va aller directement sur les frais de port. Est-ce qu'ils ont changé? Ça, j'avoue que je ne me rappelle pas des frais de port de la première campagne. Pour Europe avec Belgique, France, où es-tu France? France, où es-tu? France, ça y est, on est là, ok. Donc, pour les Belges, ce sera 15 euros pour le jeu de base. Non, c'est une copie, donc peu importe le pledge apparemment. Pour les Français, pour Monaco également, d'ailleurs, pourquoi pas, ce sera 20 euros, un peu plus cher que pour la Belgique. D'accord. Et pour chez nous, juste par curiosité, 30 euros supplémentaires de frais de port. La TVA est-elle incluse? Please note that games shipped to these countries include VAT. Donc oui, apparemment, la TVA est incluse. Mais est-ce que c'est pour tous les pays? USA, Canada, Australie, et Europe, d'accord, ouais, et Royaume-Uni sont shipping friendly. Et donc, oui, donc pour la France aussi, la TVA est incluse, donc pas de problème à ce niveau-là. Ok, donc un peu plus intéressant, un petit peu moins onéreux que lors de la première campagne, même si ce n'est pas une grosse différence, mais en tout cas, cette fois, c'est financé assez facilement, assez rapidement. Donc voilà pour ce qui est de Green Hell, à 16 jours de la fin de la campagne. On continue avec Mythic Mischief, avec un petit détour sur GameFound. Mythic Mischief est déjà largement financé avec 2918 contributeurs à 3 semaines de la fin de la campagne. Bon, comme prévu, gros succès pour Ivy Studio qui a fait le transfert chez GameFound après avoir fait ses 2 premières campagnes sur Kickstarter. Petit rappel, Ivy Studio, c'est l'équipe qui était derrière Moonrakers, très joli succès, et ensuite, j'oublie toujours le nom alors que je l'ai backé, pourtant celui-ci, laissez-moi une seconde. Veiled Fate, voilà. J'ai pas totalement une mémoire de poisson rouge. Veiled Fate, que j'ai backé, donc un jeu de déduction. J'ai dit tout à l'heure que j'aimais pas spécialement ça, mais Veiled Fate est vraiment unique. Et c'est aussi pour ça que Ivy Studio est un des studios de jeux à suivre vraiment depuis quelques temps. C'est qu'ils font des jeux vraiment uniques et avec des approches différentes de mécanismes déjà vus, mais avec vraiment leur patte à eux.
Mythic Mischief ne déroge pas à la règle. C'est un jeu assez abstrait, même si thématiquement c'est assez immersif, on va dire, puisque vous êtes, comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation des plus gros projets de la fin 2021, Mythic Mischief et Three Tale étaient les deux seuls jeux d'aujourd'hui qui faisaient partie de la vidéo. Vous aurez ici le rôle d'une équipe d'étudiants d'une école magique, on va dire, qui accueille des étudiants parmi des sorcières, des trolls, des fantômes, des vampires, des monstres, etc. Et donc, vous allez en fait, vous allez naviguer à travers la bibliothèque de cette école, sauf que vous y naviguerez pendant des horaires où vous n'êtes pas censé y être. Et donc, le Tome Keeper, donc le gardien de la bibliothèque, va vous pourchasser. Voilà, je vois ici le Tome Keeper. Il va chercher à vous pourchasser, bien sûr. Et chaque faction que vous voyez ici, donc les monstres, les vampires, les fantômes, etc., seront hautement asymétriques. Et donc, vous allez simplement essayer d'échapper au Tome Keeper qui vous poursuit, hein, et mettre sur le chemin du Tome Keeper vos adversaires, en fait, puisque vous aurez, grâce à vos différents pouvoirs de faction, l'opportunité de vous déplacer, mais parfois également de déplacer d'autres adversaires, voire peut-être même de déplacer le Tome Keeper également, je ne sais pas, je n'ai pas cherché un petit peu en détail. Également, chez Ivy Games, comme toujours, le matos upgradé de base. Alors là, vous avez toutes les critiques hyper dithyrambiques de gros youtubeurs. On a Rado, Quackelope, Alex de BoardGameCo, Quackelope encore, Man vs Meeple, Dice Tower, et tous s'accordent à dire que c'est un jeu super. Abstrait, certes, bien qu'ayant un vrai thème, mais vraiment super apparemment. En français qui plus est. Donc pour 1 à 4 joueurs, 45 minutes à 90 minutes la partie, pour 14 ans et plus. Avec apparemment, il faut quand même le préciser, de la symétrie certes, mais de la symétrie abordable, accessible. Également, donc les miniatures pour chacune des factions à disposition. Très jolies miniatures d'ailleurs. Ensuite, vous aurez donc la Headmaster Box qui est exclusive à GameFound, qui permet d'inclure toutes les factions, mais également l'extension dans une boîte qui sera uniquement disponible sur GameFound. Donc, l'intérêt de backer pendant la campagne est évident. Il y aura d'ailleurs un petit passage plus bas pour vous dire pourquoi backer pendant la campagne et pas attendre simplement la sortie en magasin. Toujours intéressant comme partie. Alors, vous aurez également les cartes pour le solo ici, les différentes factions avec leurs mécanismes asymétriques, les game trays pour chaque faction. Donc ça, il l'avait déjà fait de toute façon, des game trays pour Veiled Fate notamment, peut-être même pour Moonrakers, je ne me souviens pas. Mais en gros, installation et rangement facilité. Les fantômes en plus seront phosphorescents pour le fun, ça n'a pas grande utilité, mais c'est intéressant, c'est quand même assez fun. Les game trays, ensuite, alors voilà, le Why Back Now, le voici. D'abord parce que l'extension fantôme avec les miniatures phosphorescentes est gratuite, alors qu'elle coûtera 20 $ en commerce, dans le commerce. Ensuite, dans le commerce, les miniatures ne seront pas phosphorescentes. Bon, c'est un petit détail, mais c'est sympa. Ensuite, vous aurez une ristourne pour le bundle. Donc, en gros, si vous prenez un all-in, vous le paierez moins cher que si vous le prenez en magasin. Les frais de port seront en partie pris en charge par Ivy Games. Ils ont les reins solides parce qu'ils font aussi des jeux vidéo, ils participent à des jeux vidéo, ils font de la vidéo pour d'autres personnes. Ils font du sous-traitement en gros. Et vous aurez l'opportunité d'avoir des pins, mais pour rien gratuitement, mais bon, des pins, ça revient à la mode, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de campagnes qui proposent des pins récemment, je ne vois pas un grand intérêt, mais bon, bref. Ensuite, Why Back Now, parce que aussi la Headmaster Box, hein, la boîte qui contient toutes les extensions, qui vous permet de ranger tout dans une seule et même boîte, elle sera disponible uniquement sur GameFound. Et puis aussi, ça vous donne accès à des goodies. Vous pourrez par exemple avoir des hoodies, donc des vêtements, des pulls avec capuche, pour chacune des factions disponibles. Donc c'est un petit truc un peu fun, un peu communautaire, si je puis dire. Donc vous aurez différents trucs, hein, vous aurez des casquettes aussi, hein, vous verrez. Et puis vous pourrez également, bien sûr, recevoir le jeu en premier, ce qui est assez logique. Pour le gameplay, donc on aura le Tome Keeper, donc qui est le gardien de la bibliothèque qui va vous pourchasser parce que vous n'êtes pas censé être là. Ensuite, la librairie, enfin pas la librairie, la bibliothèque qui va être amenée à changer de disposition au fur et à mesure parce que bon,
c'est magique, c'est enchanté, c'est un peu façon Harry Potter. Ensuite, les pouvoirs asymétriques, donc chaque faction aura ses propres pouvoirs qui leur permettront de peut-être se déplacer, mais également parfois d'intervertir de position ou de bouger leurs adversaires, leurs concurrents, leurs rivaux, si je puis dire plutôt. Ensuite, il y aura des Mischief Points, j'ai eu du mal à le dire, des Mischief Points. Vous gagnerez des points de victoire, en fait, en gros, hein, par le simple fait de déplacer vos adversaires de manière à ce qu'ils se fassent attraper par le Tomb Keeper. Et donc, en fait, plus vos adversaires se feront attraper par votre faute, plus vous gagnerez des points. Ensuite, Action Tracking Dice, vous aurez des dés qui vous permettront voilà, de comptabiliser les actions, entre autres. Vous aurez des habilités, des capacités légendaires, apparemment. Apparemment, c'est chaque faction qui a une action hyper puissante que vous pouvez utiliser, mais qui nécessitera pour ça de trouver un tome, donc un livre spécifique dans la bibliothèque, apparemment. Vous pourrez upgrader vos factions avec ces cubes, ces livres que vous pourrez intégrer à votre fiche de personnage, enfin à votre plateau individuel de personnage. Voilà, il y aura également donc, le signal de fin de partie quand quelqu'un atteindra 10 points, etc. Donc voilà, c'est à peu près tout en termes de gameplay. Alors après, on nous dit ici, voilà ici, la page a bougé, excusez-moi, que la symétrie est extrêmement simple à prendre en considération, comment dirais-je, de faire l'acquisition des mécanismes. Tiens, ça bouge tout seul, c'est assez fatigant, pourquoi ça bouge tout seul? Et donc, vous avez besoin en gros de 1 minute, 2 minutes pour comprendre comment chaque faction se joue. Donc vraiment très accessible, malgré une vraie profondeur de jeu. Cette faction unique. Ensuite, on vous dit que c'est Premium by Default. Comme souvent chez Ivy Studio, le jeu est deluxifié de base, donc il n'y aura pas de pledge supplémentaire pour avoir des miniatures au lieu de standees, etc. Ensuite, une forte rejouabilité, parce qu'on a des centaines de combos de factions différents possibles. On a aussi une grosse marge de progression, apparemment, donc facile, accessible, facile à prendre en main, mais avec une vraie marge de progression à atteindre. Donc on pourra devenir vraiment bon dans le jeu si on le souhaite. Et puis 5 différentes manières de jouer avec la Headmaster Box, apparemment, puisque vous aurez un mode Blitz qui est différent du mode de base, notamment. Et les retours du mode Blitz étaient excellents, apparemment, aussi. Pour les prix, alors, le pledge de base est à 59 $, donc c'est relativement accessible. Le pledge de base, par contre, il va contenir uniquement, je crois, 4 factions, plus la 5e, donc des fantômes, qui sera gratuite. C'est ça, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Plus l'extension également. Ok. Ensuite, 95 $. Donc là, on fait un gros bond de 36 $ pour aller chercher la Headmaster Pledge, qui vous donne accès à la boîte qui permet de contenir l'ensemble de toutes les factions, de l'extension également. Donc avec les sorcières, les trolls, les fantômes, etc. Donc toutes les factions qui viennent dans cette seule boîte. En plus de ça, on aura donc 3 factions supplémentaires et aussi un set de bibliothèques supplémentaires. Donc une seconde bibliothèque qui permet de jouer au mode Blitz ou au mode tournoi également. Il y aura un mode tournoi. Il y aura un Tomb Keeper supplémentaire. Ok, d'accord, donc une matériel supplémentaire. Et enfin, dernier niveau de pledge, je crois, il me semble que c'est ça, le School Spirit Pledge. Ah, il y en aura encore un derrière. Ok. 139 $. Avec, bon, en fait, c'est la même chose que le pledge précédent, sauf qu'en plus, vous pourrez aller choper un hoodie, donc un pull à capuche de la faction de votre souhait. Bon, là, c'est vraiment pour le fun, pour l'aspect communautaire. Et puis un dernier niveau de pledge qui est donc de Back to School Pledge à 279 $. Là, c'est très très cher par contre, mais qui vous permet d'obtenir bien évidemment le all-in, une casquette, ça c'est peut-être des chaussettes, je sais pas, un pull à capuche, l'ensemble du jeu, plus un sac à dos et un livret, avec peut-être des crayons même, je crois. Oui, donc le sac à dos. Donc sac à dos, encore une fois, un aspect très communautaire. Oui, des pencils, donc des crayons de papier, enfin des crayons de bois, ça dépend de votre région, hein. Crayon de papier, crayon de bois. Et c'est bien des chaussettes. Et des pins, d'accord, encore des pins, décidément. Donc voilà, donc vous pouvez vous faire très très plaisir si vous êtes fan du jeu, vraiment.
Moi, ça me paraît vraiment exagéré d'aller chercher 279 $ pour ce pledge, même si je comprends l'intérêt. Même celui-ci me semble déjà un petit peu exagéré. Après, si on veut vraiment tout le gameplay, 95 $, c'est déjà assez cher, mais 3 factions supplémentaires, des modes de jeu supplémentaires grâce au second plateau, au second Tomb Keeper, ça se justifie quand même pas mal. Plus tous les Game 13 qui vont avec pour chacune des factions, etc., bien évidemment. Donc, si je devais conseiller un pledge, ce serait certainement celui-ci. Et puis, si vous n'avez pas les moyens, de toute façon, bah, autant essayer au moins le Professor Pledge, qui a l'air quand même très très sympa, avec une vraie rejouabilité, même s'il y a moins de factions, et qu'il n'y a pas le Blitz mode apparemment également. Donc voilà. Les add-ons, vous pourrez également aller chercher un pull ou une casquette, etc. séparément, mais ça coûtera plus cher que si vous le prenez en bundle, bien évidemment. Vous avez les différents modes de jeu qui sont ici également, donc le 1 contre 1, le 1 contre 2 apparemment, hein, donc 1 contre tous en gros, le 2 contre 2 en équipe, tournoi avec, vous le voyez ici, du 1 contre 1, où on va commencer par, je sais pas, quart de finale, demi-finale, finale, peut-être des repêchages, etc. Un mode solo réalisé par David Turchi, donc un peu le maître du solo qui plus est, et Nick Shaw, que je connais un petit peu moins, mais dont le nom me dit quelque chose également. Le mode Blitz, en équipe, donc bref, vraiment une grosse profondeur de jeu, grosse rejouabilité. C'est vrai qu'à la base, moi, je n'étais pas parti pour backer du tout, d'ailleurs, je ne l'ai pas encore fait du tout, hein. J'étais même pas convaincu quand je l'ai intégré moi-même à ma vidéo, donc sur les plus gros projets de la fin d'année, parce que comment dirais-je, les mécanismes de base et l'univers visuel, même si très bien réalisé, ne m'attiraient pas. Mais quand je vois le détail de tout ça, la FOMO joue méchamment sur moi. Je pense que j'irai pas quand même malgré tout, parce que je pense que je vais réussir à résister, parce que l'univers m'attire pas outre mesure et que ça reste assez abstrait. Mais bon, on va pas dire jamais. Je dis parfois jamais, mais là, je vais pas dire jamais. On verra bien. Le solo mode, vous aurez un petit peu une description pour vous dire un peu de quoi il retourne, mais bon, je ne vais pas passer trop de temps non plus. Vous avez les différentes factions qui sont présentées en détail, les sorciers, les zombies, avec ici une petite description de de leur particularité en gros, hein. Les zombies, les vampires, les Frankenstein en gros, hein. Ensuite, dans l'extension 3 supplémentaires avec les sorcières, avec les trolls et l'extension gratuite des fantômes phosphorescents. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous en dire. Très joli projet, très bien présenté. Ivy Studio a vraiment le chic pour faire des campagnes qui attirent l'œil, qui donnent envie et qui fabriquent du FOMO à plein. Le shipping, rapidement. Le shipping pour l'Europe, sauf la Suisse et NO. C'est quoi NO? Je sais pas. Bref, façon, 19 $ de shipping. Pour le matériel que c'est relativement abordable, à mon avis. Par contre, attention, la VAT, donc la TVA, quoi, la taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas incluse pour l'instant, mais elle sera ajoutée lors du Pledge Manager selon votre pays d'origine. Donc, il faudra compter avec ça, bien évidemment. Voilà pour Mythic Mischief, 2923 backers pour l'instant, à 21 jours de la fin de la campagne. Dernière campagne de la journée, il s'agit de Limbo Eternal War 1.5, et là aussi c'est un revenant, puisque comme Green Hell, Limbo avait été annulé il y a 5 semaines, 4 semaines, ouais c'est ça, le jeu avait été présenté dans le menu crowdfunding il y a 5 semaines, et avait été annulé une semaine après, donc il y a 4 semaines. Et donc ils nous reviennent avec une campagne un peu remodelée, et cette fois-ci, eh bien, c'est financé avec 1014 contributeurs. On a dépassé assez largement le seuil de financement qui, certes, avait de toute façon été abaissé un petit peu. Alors donc, je vous encourage bien évidemment à aller voir la vidéo d'il y a 5 semaines. La boîte que vous voyez ici était peut-être pas sur la miniature, mais par contre, le nom du jeu était dans le titre de la vidéo. On va passer rapidement. C'est un gros jeu avec énormément de miniatures, toutes très bien réalisé. Alors, si vous aimez le dark fantasy, hein, c'est très dark, c'est du dragon, des squelettes humanoïdes, etc., des monstres, c'est très dark, faut aimer. C'est assez lourd, c'est du jeu de
14 ans et plus pour des parties de 60 à 90 minutes pour 2 à 4 joueurs avec la possibilité de jouer en solo. Vous allez en fait incarner soit les forces du bien, soit les forces du mal, et vous allez vous affronter à gros coups de figurines, chacune ayant bien évidemment des pouvoirs spécifiques qui lui sont propres. Donc je vous laisse un peu découvrir ça dans la vidéo il y a 5 semaines, hein. Je ne vais pas trop me pencher sur cette nouvelle campagne qui est en fait le même jeu. J'ai regardé un petit peu tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'ajouts, il y avait juste ce early bird pour comment dire, inviter les gens à entrer dans la campagne plus rapidement. La présentation est un petit peu différente, le prix a peut-être un peu changé, je ne me souviens pas. Mais en gros, c'est vraiment la même chose. Tout ça, c'était déjà présent dans la précédente campagne, donc dans la vidéo d'il y a 5 semaines. Ça, c'est peut-être nouveau, quoique je ne suis même pas sûr, je ne pense pas en fait. Bref, c'est une version 1.5 d'un jeu qui était déjà sorti il y a 1 ou 2 ans, et qui a des très très bons retours, mais qui avait un livret de règles un petit peu fait avec les pieds, quoi, en gros, apparemment. Et là, apparemment, le livret de règles a été complètement refondu, refait, donc ça devrait être beaucoup mieux, beaucoup plus abordable. Donc en gros, c'est une refonte de la campagne, mais c'est plus ou moins la même chose, à quelques petits trucs près. Vous pourrez prendre le Starter Set pour 92 €. Le 1.5 avec l'ensemble des boîtes pour le 1.5, c'est 117 €. Pour la boîte de starter, plus Raphaël, plus Gluttony, plus tous les stretch goals. Ensuite, Void, c'est le all-in, mais là, il est en early bird, donc c'est peut-être plus disponible déjà, j'ai l'impression. Ce qui est assez étrange, c'est qu'il se priverait d'un all-in pour tous les gens qui ne sont pas en early bird. Alors, j'imagine qu'on a peut-être l'opportunité de prendre un add-on, alors. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, c'est assez étrange de se priver d'un pledge de all-in, mais bon, pourquoi pas, c'est leur choix. En tout cas, ça semble avoir pas mal réussi au niveau du financement, donc pourquoi pas. Et les frais de port dépendront bien évidemment de la quantité, très jolie idée, très 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 jolie idée, marbrée, comme ça j'aime beaucoup. Les frais de port dépendront bien évidemment de la quantité de matériel que vous êtes prêt à acheter durant cette campagne. Les miniatures sont très très bien détaillées, très 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 jolies, hein. Faire des miniatures aussi détaillées, c'est quand même très très fort. Voilà, allez, je vais passer directement aux frais de port, sinon j'en finirai jamais. Alors, les frais de port, shipping, voilà. Alors, bon, ça dépend de ce que vous prendrez en gros, hein, mais pour l'Europe, ce sera entre 25 et 80 $, donc ça dépendra vraiment, vraiment de ce que vous prenez. Mais disons que le Void est déjà plus disponible, donc a priori 25 ou 55 $. Américains, ceci, hein, donc ce sont des vrais dollars américains, donc c'est quand même assez cher en frais de port, mais vu la masse de plastoc, ça se comprend un petit peu. Donc voilà pour Limbo, plus de détails dans la vidéo d'il y a 5 semaines. Et puis bah voilà, c'est tout ma foi. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne sais pas trop combien de temps j'aurais pris, mais je tape sur un petit peu moins d'1 h 30. Encore une fois, c'était une semaine relativement légère. On verra ce qu'il en sera de la semaine prochaine. Je vous invite encore une fois à aller regarder la vidéo des projets attendus d'ici la fin 2021 sur les plateformes de financement participatif que j'ai réalisées récemment. Elle marche plutôt très bien pour l'instant, 250 vues en une journée, ce qui est assez inédit pour la chaîne, je crois. Donc, si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir. Allez aussi voir peut-être notre première vidéo sur le pouce, ce nouveau format qu'on a imaginé récemment. Sur ce, merci d'avoir regardé cette semaine cette vidéo comme à l'accoutumée. Vous êtes de plus en plus nombreux dans le nombre de visionnages comme dans le nombre de commentaires ou de likes également. Donc merci beaucoup, ça nous fait très plaisir. Normalement, Xavier revient la semaine prochaine et devrait pouvoir recommencer à faire des vidéos après une longue absence. Donc enfin, de la nouveauté de son côté à lui. D'ici là, je vous dis à dans quelques jours pour la deuxième partie de la vidéo sur les gros projets de la fin d'année sur les plateformes de financement participatif, et également peut-être une autre vidéo de nouvelles saveurs japonaises, donc un troisième jeu japonais présenté d'ici la fin de la semaine prochaine, je pense. En tout cas, on essaiera. En tout cas, merci, et comme d'habitude, à la prochaine.